Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire, Communiquer sur mes engagements responsables. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, je pense que d'autres personnes vont nous rejoindre en cours de route. On va démarrer pour respecter l'horaire. Donc, je suis Mathilde Benedetto, consultante tourisme à la CCI du Var, donc qui est la CCI pilote en matière de tourisme dans la région PACA. Je suis accompagnée de Charlotte Glaise, consultante chez RSE Audit et Conseil. Donc, ce webinaire, il fait partie d'une série de 3 webinaires consacrés au tourisme durable et qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance. Donc, ces webinaires sont réalisés grâce au fonds Tourisme durable, piloté par l'ADEME, qui est l'Agence de transition écologique. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire de ce jour. Donc, nous sommes sur un format de 1h30 avec entre 1h et 1h10 de présentation interactive animée par Charlotte, suivie d'une vingtaine de minutes d'échange. Donc, je vous présenterai ensuite le fonds tourisme durable et enfin, je vous informerai sur les prochains webinaires à venir. Donc, avant de laisser la parole à Charlotte, je vous rappelle quelques consignes pour le bon déroulement du webinaire. Donc, vos micros et vos caméras ont été automatiquement coupés pour le confort de tous. Vous pourrez vous exprimer via le chat. N'hésitez pas aussi à poser des questions. D'ailleurs, on y répondra, Charlotte y répondra à l'issue, lors du temps d'échange. Et suite à ce webinaire, le lien du replay vous sera envoyé par mail puisque ce webinaire est enregistré. Vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par mail. Je laisse la parole à Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Hébergeurs et restaurateurs, nous avons donc 1h10 ensemble pour partager sur un sujet autour de la communication des engagements en matière de développement durable. Vaste sujet et thématique importante à bien maîtriser quand on est engagé dans une démarche, qu'on en soit en fait au début, à l'initiation de sa démarche de développement durable, qu'on soit un peu plus avancé, on va dire qu'on ait déjà engagé quelques pratiques, voire même qu'on soit bien mature, on va dire, sur sa démarche et que derrière ça, on ait envie, quel que soit son niveau, de communiquer. Et c'est important de communiquer sur ses engagements en matière de développement durable. Donc, on abordera ce sujet-là au travers de deux approches. Donc, on repartagera sur ce qui est les définitions et les enjeux en matière d'engagement responsable, engagement durable. Ça va dépendre de comment on souhaite utiliser le mot. Et puis, le second volet sera plus sur une approche pratique, concrète, comment communiquer. Donc, mode d'emploi avec 6 règles d'or que j'aime en tout cas partager avec les différentes infrastructures avec lesquelles touristiques je travaille au quotidien. Donc, communiquer sur ses engagements, définition et enjeux et mode d'emploi. On va d'abord commencer par une petite question que je souhaiterais vous poser et pour laquelle, en fait, je vous propose avec Mathilde de répondre dans le chat. Et puis, on partagera sur les réponses que vous aurez apportées. Donc, avant de démarrer ce sujet des engagements et comment communiquer et pourquoi, déjà, pourquoi est-il important de communiquer sur ces engagements en matière de développement durable? On vous laisse quelques instants pour nous partager vos inspirations et vos mots-clés dans le chat. Alors, parmi les grands mots et termes, on va dire, ressortis, on a le terme donc cohérence, accompagnement au changement, faire la différence, légitimiser par les preuves, gagner des clients. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sensibilisation de la clientèle, avoir un positionnement nature, donner des preuves et sensibiliser et faire la différence. Voilà, donc quelques termes et mots-clés intéressants et complètement, on va dire, en phase avec ce périmètre qu'est-ce que la communication responsable. Donc la transparence, les messages, les outils numériques, papier, le volet labellisation, le volet communication,
le volet greenwashing, cohérence, marketing, et tout ce qui va, on va dire, dans ce périmètre-là, sont bien effectivement au service de cette communication responsable. Bien sûr, effectivement, on communique pour sensibiliser en interne et en externe sur qu'est-ce qu'on va faire en matière de développement durable. Et tout ça, effectivement, pour avoir, on va dire, des clients, bien sûr, mais pas que, loin de là, mais surtout, comment travailler son positionnement aussi marketing sur cet engagement et l'application, on va dire, de ces engagements dans le quotidien de vos infrastructures, que vous soyez hébergeur touristique ou restaurateur. Alors, premièrement, et ça c'est important pour moi de repositionner avec vous le contexte et les définitions, quand on parle de développement durable, de politique de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, ou des responsabilités sociétales des organisations, RSO, les finalités restent les mêmes, c'est-à-dire que vous, hébergeurs, restaurateurs, votre objectif c'est d'identifier et de réduire vos impacts de votre activité dans votre quotidien, et de vous engager dans la transition écologique pour tout ça entraîner vos parties prenantes. Donc, quand on fait du développement durable, c'est-à-dire quand on va aller réfléchir quels sont les impacts, on va dire, environnementaux, sociaux et sociétaux de son activité, dans son quotidien, il faut qu'on se les identifie et qu'on les évalue sur quel est l'impact que ça peut avoir auprès de mes parties prenantes. Donc, pas juste moi, fermé seul autour de mon hôtel ou de mon restaurant ou de mon gîte. Non, c'est comment, quand je travaille dans mon quotidien, comment tout ça peut venir impacter les saisonniers, les équipes, les autres hébergements, les restaurations, les associations, les clients, les fédérations, les équipes, les collectivités, les prestataires avec lesquels je travaille au quotidien, et comment je peux réduire en fait l'impact, on va dire, vis-à-vis de ces parties prenantes-là. Donc, quand on communique sur ces engagements, c'est vraiment pour servir quel but? C'est pouvoir accompagner et impulser le changement des comportements. Comme je disais, comportements, vous, dirigeants, dirigeantes, gérants, gérantes, les équipes de salle, les équipes des barmen, les équipes du service, les équipes de la restauration au sens large, les équipes du housekeeping, de l'accueil, du nettoyage. Comment, et vos clients, et vos fédérations, et vos fournisseurs avec qui vous travaillez, comment les impulser à changer de comportement en application et en cohérence avec ces principes de développement durable, et concrètement comment ça se traduit dans vos hébergements ou dans vos restaurants. Aujourd'hui, encore plus, on l'évoquait tout à l'heure, il y a une vraie accélération de communication, on va dire, des enjeux, et donc de sensibilisation et donc d'appropriation, on va dire, de l'ensemble des secteurs à ce qu'est ce développement durable-là et cette transition écologique à amorcer. Il y en a quand même 3-4 que je vais vous repartager, même si vous êtes déjà, je pense, assez sensible, et donc vous connaissez derrière qu'est-ce que ça peut engager, mais c'est quand même intéressant de pouvoir les repositionner. Donc plusieurs enjeux, on est quand même sur un secteur, le tourisme, qui est quand même assez consommateur de ressources. Aujourd'hui, le modèle économique qu'on a sur le tourisme et de manière générale en matière de société, il repose sur la volonté de vouloir consommer pour se déplacer, pour se loger, pour se déplacer, pour voyager, pour manger. Et ce modèle-là est basé de manière générale, attention, avec beaucoup de particularités, mais de manière générale encore sur un système qui est très consommateur de ressources et qui encourage quand même le gaspillage et vient éroder les écosystèmes terrestres sur lesquels on est tous présents. Donc l'enjeu du climat est un enjeu assez fort. Là aussi, vous en avez parlé au quotidien et de plus en plus. Le changement climatique et l'augmentation des températures est un vrai enjeu pour lequel nous sommes confrontés tous, et encore, je pense, sur notre région et sur nos territoires. Donc, quand on sait que le tourisme, aujourd'hui, il y a des études là, qui sont sorties l'année dernière, par exemple, une nuitée dans un hébergement marchand, on a réussi à quantifier combien ça pesait en termes d'émissions de CO2. On est quasiment à 7 kg la nuitée d'émissions de CO2. Donc, alors un Français moyen va émettre 4,5 tonnes. Donc, mais c'est intéressant d'avoir dans la compréhension et l'identification de ces enjeux quelques référentiels, des indicateurs de chiffres, puisque quand on sait
combien on peut émettre quand on est un hébergement, c'est-à-dire 7 kg par unité, avec, on va dire, 30% qui est lié aux consommations d'énergie et à peu près 30% lié aux achats qu'on peut faire pour pouvoir fonctionner au quotidien. Donc, achat alimentaire, achat de prestations, que ce soit pour le nettoyage, le laundry, que ce soit de l'achat de prestations liées aussi aux produits que l'on utilise. Donc, vous voyez, 30% l'énergie, 30% à peu près pour les achats intermédiaires. Donc, l'enjeu est quand même assez important. Enjeu aussi lié à la biodiversité. On est sur des territoires où la biodiversité, on est au contact quotidien. Là aussi, on a des chiffres assez importants. Hein. On sait qu'on a une régression, une perte de la biodiversité qui est à peu près de 28%. Donc là aussi, il est important quand on est un hébergement, un restaurant, où on est présent sur un territoire, de pouvoir se questionner sur ces impacts, vous voyez, qu'on peut avoir sur cet écosystème faune et flore. On a aussi le sol et puis le gaspillage en tant que tel. Donc des enjeux forts du tourisme autour de cette consommation de ressources. Terme aussi et enjeu très fort, peut-être vous avez plus ou moins entendu parler, qui est l'économie circulaire, donc un système dans lequel on cherche à faire mieux avec moins, donc en essayant d'avoir un système qui est basé donc sur des achats, on va dire un peu plus raisonnés, donc avec des critères. Qu'est-ce que l'on va acheter pour essayer d'avoir un impact vraiment moins important quand on va aller acheter de l'alimentaire, quand on va aller acheter de l'eau, quand on va aller acheter des produits d'entretien, quand on va aller acheter du textile pour pouvoir s'équiper. Donc la réflexion d'achat, donc l'économie circulaire s'appuie vraiment sur vraiment 7 piliers de réflexion sur lesquels il est intéressant d'avoir, on va dire raisonner, en tout cas se poser des questions pour voir comment vous, en tant que camping, en tant qu'hôtelier, en tant que restaurateur, quand vous faites vos achats, quels sont les critères que vous allez prendre en compte en matière de développement durable. Et donc ce premier, on va dire, enjeu d'achat, quand on rentre dans un système, on va dire, plus rigoureux en matière de gaspillage, il doit aussi après nous amener à une réflexion de se dire, quand j'essaye d'acheter un peu, on va dire, plus responsable, comment après je vais aussi aller travailler mes offres et mes services que je propose pour qu'ils intègrent aussi tous ces éléments d'impact. Voilà, donc on appelle ça l'éco-conception des services. Donc c'est un deuxième pilier de l'économie circulaire. On a aussi un troisième et un quatrième, donc ça vous permet aussi d'avoir des notions supplémentaires si vous ne les avez pas. On parle d'écologie industrielle, d'économie de la fonctionnalité, je n'irai pas plus en détail, mais ça permet d'avoir les éléments de contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, dans lequel évolue la loi qui vous concerne aussi, qui est la loi anti-gaspillage. Un cinquième pilier qui est sur la consommation, comment j'amène quand je vais réfléchir ce système d'économie circulaire à avoir un consommateur plus responsable. Donc là, comment je vais engager du coup ce consommateur, ce client, ce consommateur interne aussi, les équipes qui sont en interne à être plus rigoureux, plus responsable dans sa manière de consommer. Et puis vient derrière les derniers piliers, on va dire, qui est quand je réfléchis mon impact en tant que hébergeur ou restaurateur sur comment je fonctionne, comment je vais essayer aussi ce sixième impact à essayer de proposer des choses. Donc j'allonge la durée de vie de ce que j'achète, de ce que je propose à mes clients, pour pouvoir in fine éviter le gaspillage ultime, on va dire, pour recycler, qui est le dernier, on va dire, levier à activer une fois qu'on a mis en place tout ce système d'économie circulaire. Je vous l'évoque parce que vraiment, c'est un contexte dans lequel il est important d'avoir des éléments, on va dire, d'éclairage, je n'irai pas plus loin, mais dans lequel, en fait, s'inscrit cette loi sur l'économie circulaire, la loi AGEC, dont vous avez certainement entendu parler, qui date de février 2020 et qui peut avoir des impacts aujourd'hui pour vous. Donc, quelques éclairages, mais je vous invite aussi à aller creuser ce sujet-là auprès des sites internet de l'ADEME ou des sites de la transition écologique qui viendront aussi vous donner des éclairages supplémentaires. Mais en tant qu'hébergement ou restaurateur, vous voyez, il y a quelques éléments de contexte réglementaire qui sont venus et qui viennent qu'à vous concerner aujourd'hui. Donc, c'est important de bien pouvoir les avoir en tête.
À partir du 1er juillet 2020, c'est un exemple, hein, mais vous avez eu l'obligation pour les restaurants de mettre en place ce qui est le doggy bag. Hein. Donc le doggy bag, c'est-à-dire qu'en fait, quand vos clients viennent et souhaitent remporter ce qu'ils n'ont pas pu consommer, de pouvoir avoir un dispositif qui permet de l'emporter. Là aussi, on est toujours dans cette approche d'éviter le gaspillage derrière. Important. Parmi les grandes lois et les grandes approches, on va dire, réglementaires issues de cette loi AGEC, on a vraiment toute la volonté de sortir du plastique à un usage unique dans les achats et dans les offres que vous pouvez proposer. Typiquement, le sachet de thé individuel, le sachet de chocolat individuel, les sachets de plastique lambda individuel font partie de cette loi qui permettent de proscrire cet usage pour pouvoir justement éviter d'avoir un gaspillage tel de ces consommations de plastique qui aujourd'hui sont vraiment très très importantes, notamment dans la partie alimentaire. Hein. L'emballage, le suremballage font partie encore aujourd'hui des types de fonctionnement, des choses que vous pouvez avoir en achat et d'être regardant sur ce que vous achetez, sur le type d'emballage qu'il peut y avoir, est hyper important en plus de cette réglementation qui est venue du coup interdire dans les usages pour pouvoir forcer hein, à ce que derrière on puisse sortir, comme dirait Madame Poisson, du plastique, hein, vraiment, dans la mesure du possible et dans les conditions d'hygiène bien sûr qui le nécessitent, avec une volonté derrière dans cette démarche de cette loi AGEC, donc Agir pour une économie circulaire, et donc pour le gaspillage, contre le gaspillage, d'aller aussi vers du vrac, l'usage du vrac, dans ce que vous pouvez aussi vous proposer à vos clients. Le petit déjeuner, on a aussi un bon exemple hein, dans les hébergements, de pouvoir essayer de pouvoir optimiser au maximum la proposition de ce que vous pouvez proposer dans vos petits déjeuners, on va dire, avec l'usage du vrac au maximum et essayer d'enlever les plastiques à usage unique. Donc là aussi, je vous invite, comme je vous disais tout à l'heure, hein, mais aller creuser ces sujets-là sur le site de la transition écologique et sur de l'ADEME. Vous avez aussi beaucoup de bonnes pratiques qui peuvent vous être communiquées. Voilà. Et un dernier levier aussi important, et il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qui est sur la partie des invendus alimentaires, qui vient d'être très opérationnel en ce début d'année. Là aussi, l'objectif étant de pouvoir toujours éviter le gaspillage. Donc, pour éviter le gaspillage, ça veut dire qu'en amont, ça amène aussi toute une réflexion qu'il y a hein, et qui nécessite à se mettre en place, notamment sur la partie alimentaire, pour pouvoir éviter de pouvoir gaspiller de la ressource qui soit non consommée. Et donc, de pouvoir l'éviter en amont, ça veut dire réfléchir, essayer de voir comment on peut faire. Aujourd'hui, sur des grands indicateurs qui sont intéressants aussi à avoir, je pense, en tête, dans la restauration au sens large, hein, donc ça prend aussi en compte la restauration collective. On est sur à peu près 460 grammes, on va dire, pour pouvoir fournir un plat. On est sur quasiment 170 grammes de déchets que ça génère, donc à peu près 40%. Donc c'est là que ça vient aussi viser derrière cette loi-là, c'est comment réfléchir en amont sur éviter, diminuer au maximum qu'est-ce qu'on peut, on va dire, mettre à la poubelle pour simplifier. Et ce qu'on ne peut pas, on va dire, consommer in fine, de pouvoir l'orienter pour pouvoir le donner et que cette matière-là, on va dire, soit consommée par des dons ou par d'autres dispositifs. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une vraie accélération de la partie réglementaire hein, qui vient pousser, donc obliger, en fait, on va dire tous les acteurs, dont les acteurs du tourisme, hein, à aller se pencher sur des actions à mettre en place pour pouvoir répondre à cette réglementation et puis aller plus loin, en fait, sur la démarche de transition écologique. Troisième enjeu, on l'évoquait aussi tout à l'heure, vous avez une clientèle, et vous l'avez évoqué vous aussi dans cette partie de Icebreaker, une clientèle qui est de plus en plus donc, responsable, c'est-à-dire qu'elle a envie, elle se déclare de plus en plus sensible aux enjeux de développement durable. Donc ça veut dire que si elle est plus sensible, ça veut dire qu'elle recherche derrière
avoir des acteurs, hein, qui donc là des acteurs de consommation de tourisme, on va dire, et donc que ce soit de l'hébergement ou de la partie alimentaire via la restauration, qui soient dans une réponse à leur apporter à cette sensibilité. Donc là, c'est un petit éclairage, mais que je trouve assez intéressant pour le volet, on va dire, restauration. Cette étude, elle date de 2021, donc elle est vraiment très récente et elle a été posée à peu près 2000 personnes. La question qui leur a été posée, c'est lorsque vous vous restaurez à l'extérieur, donc en précisant là quelques typologies de restauration, est-ce que c'est important ou pas pour vous de pouvoir être regardant vis-à-vis de 6 critères, pardon. Donc vous voyez, donc là, quelles questions ils ont posées. Quand on vous propose des produits alimentaires locaux, on est à peu près à 86% qui sont plutôt, qui affirment qu'ils sont plutôt, oui, réceptifs. Et c'est très important ou important qu'on leur propose dans l'offre alimentaire en tant que restaurant des produits locaux. Voilà, donc ça, c'est souvent le premier critère qui ressort, hein. Ça fait vraiment partie des enjeux très forts. Qui dit locaux, dit producteurs locaux, dit partie prenante locale et qui dit aussi territoire, proximité géographique et donc impact carbone, on va dire, réduit. Voilà, quand on essaye de dérouler les enjeux et rapprocher les enjeux de développement durable qui s'affairent à ce type de questionnement-là. Autre questionnement que je trouve intéressant, quand on vous informe sur la provenance et la qualité des aliments sur le menu, une ardoise ou via un QR code, oui, c'est important. Donc là aussi, la provenance, la localité sont des éléments aujourd'hui, vous voyez, qui sont quand même à 80% importants. Troisième élément aussi intéressant, lorsqu'on vous garantit une juste rémunération des producteurs des produits proposés à la carte, où on est vraiment sur la partie fair trade, hein, on est là aussi sur 77%. Donc, vous voyez, donc on voit que ce sont des critères qui, lorsque l'on vous pose la question, on se dit oui, effectivement, c'est important, plutôt important. Après, on a la partie label, hein, attribuée aux aliments autour de la partie équitable, qualité, le volet bio de l'alimentation, la partie produits alimentaires bio-écologiques avec un zoom vraiment sur ce point-là, toujours à 68%, et sur le dernier volet qui est sur la qualité nutritionnelle, sur la santé, sur les calories, la part de matières grasses et des glucides qui là aussi sont à 65%. Donc ça aussi se fait partie des critères sur lesquels, là vous aussi, en tant que soit hébergement, vous avez une activité de restauration, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, ou un restaurant à part entière, on va dire, ce sont des questionnements sur lesquels, là aussi, en termes d'engagement, de communication, il est vraiment intéressant de pouvoir répondre à cette sollicitation des consommateurs, des clients, qui voilà, sont de plus en plus sensibles. Donc des enjeux quand même assez forts pour s'y mettre ou en tout cas valoriser ce que vous faites. Enfin, dernier enjeu qui pour le coup est aussi pour moi très très fort, il y en aurait d'autres hein, aussi à vous partager, mais qui est vraiment la généralisation de la digitalisation avec les outils numériques, la communication et donc le fait de communiquer énormément sur les pratiques que l'on fait. Que l'on met en place, que ce soit dans les types d'hébergement qu'on peut avoir, en place des pratiques, que ce soit avec les clients, mais que ce soit en interne. Et là aussi, cet enjeu-là, il est fort de pouvoir, et on l'a évoqué aussi dans le petit icebreaker qu'on a fait tout à l'heure, cette digitalisation, elle doit s'accompagner d'une communication avec des outils numériques qui soient vraiment basés sur des engagements qui soient pour le coup authentiques, concrets, réels et qu'en fait, ils soient couverts par une cohérence de l'action que vous mettez en place dans vos engagements en matière de développement durable. Donc voilà, donc 4 enjeux quand même assez, on va dire, assez forts qui poussent l'enjeu, on va dire, après de communication, je trouve, de ces engagements et sur lesquels il ne faut pas hésiter aujourd'hui quand on travaille sa démarche de manière authentique, cohérente et sérieuse, on va dire, avec ses moyens bien sûr, hein, mais de ne pas hésiter à y aller. Alors, communiquer sur ses engagements, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas non plus une communication sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis, on va dire, vraiment réglementaire de l'entreprise, hein. Il ne faut pas que ça s'arrête qu'à là, sinon ce serait dommage. Pour moi, la communication durable, on va dire, elle est vraiment sur communiquer sur ses engagements. Et c'est vraiment, du coup, faire face
aux nouveaux enjeux de la transition écologique et sociétale, donc, dont quelques-uns on vient de partager ensemble. C'est comment vous vous exposez, vous avez envie de pouvoir, vous aussi, vous positionner en tant qu'acteur face à ces enjeux-là et démontrer ce que vous faites. Et attention, ce n'est pas non plus, et on l'a aussi évoqué avec l'icebreaker, et bien sûr, ça en fait partie, mais ça ne doit pas être que ça, c'est-à-dire communiquer sur ses engagements dans un seul but de promotion des ventes. Voilà, ou de promotion de son hôtel, ou de faire de la vente, ou de la réputation. Voilà, il ne faut pas que ça se base uniquement là-dessus. Donc, ça en fait partie des bénéfices, mais pas que ça. Donc, quand on a une communication responsable, et de ce que j'observe et de ce qu'on met en pratique dans les infrastructures, il faut que ce soit vraiment une action globale, c'est-à-dire une action de communication plus une action des pratiques que vous mettez en place, plus une évaluation de votre impact environnemental et social que vous exprimez, en tout cas vous extériorisez, vous communiquez, et tout ça, vous en faites une recette vis-à-vis d'une évaluation de vos parties prenantes, et on les a évoquées tout à l'heure. Elles peuvent être diverses et variées. Et votre communication, c'est pour ça qu'elle doit aussi s'adresser pas uniquement qu'à vos clients, elle doit aussi s'adresser à vos équipes internes, à l'accueil, au skipping, aux équipes de restauration, aux équipes d'entretien qui sont là, aux équipes d'entretien des espaces verts qui sont là, qu'ils soient internes ou externalisés, aux saisonniers. Il faut que cette communication, elle puisse viser l'ensemble des parties prenantes qui sont eux-mêmes impliquées en fait dans cette démarche de développement durable que vous initiez ou que vous mettez en place. Communiquer sur ses engagements, là aussi pour finir et conclure sur cet aspect d'enjeu et de définition, ça génère des bénéfices. Quand on commence à regarder comment on peut le communiquer vis-à-vis de ses parties prenantes, on se rend compte que là aussi, c'est un vrai projet qui permet de mobiliser le personnel. Alors, à la fois, souvent, j'ai l'écueil de dire oui, mais il y a les saisonniers. Mais oui, mais là aussi, il faut les impliquer. Il faut les impliquer puisque c'est autour du projet commun de l'hôtel, du restaurant. Donc, si la démarche, elle est concrète et sincère et surtout pérennisée dans les pratiques au quotidien. Et encore plus, puisqu'ils sont là de manière ponctuelle. Donc, la démarche, elle doit vivre au quotidien. Donc, elle doit permettre de vraiment être fédérateur et mobilisé autour d'un projet commun. Et là aussi, on est, et moi je le constate notamment cette année, on a aussi vraiment là dans les équipes beaucoup de jeunes générations. Et ces jeunes générations, elles ont envie et elles aiment pouvoir contribuer à un moment donné à une activité. Là, on parle du tourisme et de l'hôtellerie, de la restauration, mais de contribuer à une activité qui a du sens et qui soit engagée. Donc là, vraiment, ça a vraiment un vrai enjeu pour vous de valoriser cette image d'entreprise, on va dire, ou d'infrastructure responsable pour aussi attirer les talents, attirer les personnes qui sont motivées, qui ont envie aussi de travailler avec du sens et de travailler avec des organisations qui ont des valeurs et qui les montrent et qui les font travailler au quotidien. Donc vraiment, c'est un bénéfice très très fort puisque ça permet vraiment d'attirer des talents et puis de fidéliser aussi les équipes. De fidéliser les équipes. Quand souvent on a une démarche de développement durable, on s'implique auprès de ces parties prenantes internes, donc on cherche à avoir vraiment une pérennité de ces activités. On est soucieux. On est soucieux de ses engagements, on est soucieux de sa responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, on est soucieux des conditions sociales. Je l'ai plus ou moins évoqué, vous voyez, sur la fleur avec le développement durable, mais la démarche de développement durable, elle est aussi de comment on implique toutes ces ressources humaines au service de son infrastructure. Et donc, quand on est engagé, il faut pouvoir les impliquer dans ces approches et dans ces pratiques-là. C'est un bénéfice assez important autour de la partie mobilisation du personnel. Un énorme bénéfice, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure, et c'est souvent ce qui ressort aussi quand on fait ce type d'icebreaker autour de l'importance de ces engagements. Oui, effectivement, ça permet de faire une promotion et ça permet de se différencier commercialement. Il ne faut pas hésiter vraiment à aller évoquer, proposer ce que vous faites aussi en matière d'engagement de votre démarche de développement durable. Il faut oser, surtout quand c'est concret, quand c'est vrai, quand c'est authentique. Là, les clients, on l'a vu juste avant, ils sont sensibles.
Donc oui, allez-y, en plus de ça, si ça permet effectivement de se différencier. Et surtout, ça permet souvent de pouvoir se donner, quand on a parlé, vous vous souvenez, d'économie circulaire, on s'est dit comment, avec tout ça, ça permet de réfléchir aussi à éco-concevoir ces différents produits et services. Là aussi, ça peut être un vrai levier d'innovation de produits et de services. Comment je travaille ma mobilité, quelle mobilité je vais proposer à mes clients. Je vais aller regarder mon territoire. Aujourd'hui, il y a le développement de la mobilité douce. Alors là, je parle plus quand on est en urbain, hein, mais ça peut être possible aussi avec le vélo électrique. Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes clients pour qu'ils puissent aussi se déplacer en étant soucieux de son impact environnemental et de l'impact environnemental de l'établissement. Est-ce que je peux proposer des vélos électriques, de la trottinette électrique, d'autres mobilités douces? Est-ce que je peux mettre des cartes géographiques qui permettent aussi de pouvoir identifier les pistes cyclables? Donc ça permet d'avoir des innovations de propositions de valeur un peu plus riches et qui intéressent et interpellent les clients. Et puis, un bénéfice très, très important pour le coup aussi, il permet d'anticiper et d'identifier les opportunités. On a parlé de réglementation tout à l'heure. Il y a une loi sur le climat et la résilience qui est toute récente et qui arrive. Là aussi, on a une vraie accélération de risques en lien avec les enjeux climatiques, la perte de la biodiversité, le gaspillage, pour pouvoir avoir une disponibilité des ressources qui nous permettrait de consommer, de pouvoir promouvoir en tout cas et donner de la consommation aux clients. Aujourd'hui, on est sur des ressources qui ne sont pas épuisables. On est donc sur des ressources qui ne sont pas épuisables et donc un accompagnement réglementaire qui vient se renforcer. Donc oui, il faut pouvoir aussi, quand on est dans cette démarche-là, pouvoir anticiper les risques et identifier les opportunités pour être un vrai acteur, on va dire, qui couvre l'ensemble de ces enjeux en matière de développement durable, que ce soit à l'échelle même d'une commune ou d'une région comme la PACA. Donc vraiment un bénéfice de pérennisation de son hébergement, il faut le voir comme ça, et de son restaurant. Donc le contexte et les enjeux sont quand même très intéressants à pouvoir, on va dire, repartager ensemble, puisque derrière, c'est ça qui vient aussi, on va dire, accompagner la communication que vous pouvez, que vous en faites déjà, certainement, et puis peut-être celle que vous mettrez, on va dire, demain ou après-demain, en fonction du temps, des ressources, des moyens qu'on peut avoir, mais il y a quelques clés, quelques règles d'or que moi j'aime en tout cas communiquer, puisqu'en fait ça rend les choses aussi peut-être plus facilement accessibles. Alors, quel mode d'emploi pour pouvoir communiquer ces engagements? Pour moi, il existe, pour vous, en tant qu'hébergeur et restaurateur, on va dire 6 grands règles d'or. Voilà. Donc, la première, puisque si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes certainement déjà bien engagé, mais souvent, on a du mal à structurer et formaliser les moyens, essayer en tout cas de pouvoir se dire, allez maintenant, on a mis en place toute une démarche de développement durable, où parfois on est peut-être plus avancé sur la partie sociale, parfois la partie environnementale, mais c'est le moment de se dire, allez, on va s'engager, on y va, et on va le structurer et le formaliser. Donc première règle d'or. La deuxième, qui est un autre élément de pouvoir, un autre élément de communication, pardon, il est aussi sur de la formalisation, mais là aussi, une fois que vous avez des pratiques en place, c'est le moment, là aussi, de créer pour moi des campagnes. Vous pouvez le traduire par des campagnes d'éco-gestes. Ce sont des exemples que je vous donne, mais allez-y. Ça permet de traduire concrètement ce que vous mettez en place en termes de pratiques en matière de développement durable ou de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et ces éco-gestes, vous allez voir, ils peuvent être divers et variés. Ils peuvent adresser l'ensemble des parties prenantes et ils permettent de communiquer en interne, en externe, quelles sont les petites pratiques ou les grandes pratiques, parce que là aussi, qui sont en place ou que vous allez mettre en place. Troisième règle d'or, valoriser en images vos pratiques.
Voilà, donc valoriser en image, là aussi, c'est vous avez déjà mis en place le tri sélectif, vous avez déjà mis en place la récupération d'eau, vous avez déjà mis en place les poulaillers, vous avez déjà mis en place le compost, vous avez déjà mis en place tout un système d'économie d'énergie dans vos éclairages. Faites-en la promotion en image pour que les clients, les collaborateurs sachent ce que vous avez mis en place. Parce que l'image est quelque chose de très important pour concrétiser la mise en place concrète des démarches qu'on peut mettre en place en matière de développement durable. Donc, troisième règle d'or. La quatrième, et là je les ai mis un peu en fait, on va dire en dessous pour vous dire, bah, là c'est encore mieux. Celle-ci, si vous pouvez la faire, c'est d'utiliser, donc quand vous faites cette communication, d'utiliser des supports et des outils qui soient plus responsables. Donc là aussi, avec des méthodes qui permettent, on va dire, de diminuer l'impact écologique des supports que vous pouvez utiliser. Donc là aussi, bon, ça demande quelques petites techniques. Il faut monter, on va dire, en compétence là-dessus, mais ça peut se faire. La cinquième règle d'or, qui est donc avec un gros rouge, vraiment, c'est bannir le greenwashing. Bannir le greenwashing, on y viendra aussi, je vous ai fait un petit slide là-dessus. Il est très important que là aussi, ce volet-là ne fasse pas partie de vos pratiques, ou en tout cas de tout faire en sorte de l'éviter, même quand parfois on ne le fait pas exprès. Voilà, donc ça c'est important. Cinquième règle d'or, bannir le greenwashing. Et la sixième, qui est un fondamental, on va dire, en appui, qui est de faire tout ça, on va dire, en mobilisant les équipes. Vos équipes internes, vos équipes d'un restaurant, le service, le barman, le commis, celui qui fait la plonge ou celle qui fait la plonge. Vraiment essayer de mobiliser l'ensemble des équipes pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs et actrices du changement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et donc de cette transition écologique et de ce système, de ce modèle de développement durable. Donc vraiment 6 règles que je vous invite en tout cas à vous rappeler le jour où vous allez avancer sur ce volet, on va dire, de la communication des engagements. On va revenir un peu plus en détail sur chacune des règles d'or. Donc la première qui est la formalisation de vos engagements. Donc, ça peut prendre la forme de différents types de documents. Ça peut être une politique, donc une politique de votre hôtel, une politique de votre camping, une politique de votre restaurant, ou ça peut être, et c'est plus souvent le cas et de ce que je peux observer, une charte d'engagement. Donc, une charte d'engagement toujours de votre infrastructure, qui vient, on va dire, englober l'ensemble de votre périmètre d'activité. Et c'est un document qui peut aussi parfois être juste, vous décrivez, alors c'est pas juste, c'est pas le terme exact, mais un document ou quelque chose qui va décrire vos valeurs d'entreprise, vos valeurs d'infrastructure. Aujourd'hui, on est à peu près sur ces 3 typologies de documents. Quel est son contenu ? Souvent, cette charte, alors moi, ce sur quoi aujourd'hui je vois où on travaille avec notamment Village Vacances ou les hôtels, on est plutôt sur des chartes d'engagement. Qu'est-ce qu'elle comprend ? Elle comprend souvent quels sont vos enjeux en matière de développement durable. Un restaurant ne va pas forcément avoir les mêmes enjeux qu'un hôtel. Un hôtel qui va être sur du 23 chambres ne va pas avoir les mêmes enjeux aussi qu'un hôtel qui est plutôt sur du 200 chambres. Donc, c'est important de pouvoir toujours, là aussi, être sur vos enjeux de développement durable, mais de votre infrastructure en fonction de sa localisation, en fonction de ses propres parties prenantes. Ça, c'est un élément qui est vraiment très, très, très important. Il faut que dans ce contenu de charte, qu'est-ce qu'on y retrouve ? L'engagement de votre hôtel, de votre restaurant sur qu'est-ce qu'il prend en termes d'action, en termes d'objectifs qu'on peut avoir aussi à atteindre. Donc ça peut être des engagements, on va revenir, j'ai quelques supports derrière, mais ça peut être des actions, mais ça peut être aussi un objectif chiffré. Moi, je m'engage en tant qu'hôtel à réduire de 12% mes consommations énergétiques liées à mon éclairage. Ça aussi, ça peut faire partie du contenu de la charte, mais ça veut dire que derrière, il faut pouvoir mettre en place vraiment les actions et puis surtout avoir un système qui permet de suivre, on va dire, si on se donne des objectifs. Mais on voit que sur des contenus de charte, d'engagement qui sont formalisés, il peut y avoir aussi des objectifs chiffrés.
C'est comme un objectif de chiffre d'affaires à un moment donné ou de résultat d'exploitation. On se le fixe. Et là aussi, se donner un objectif en matière de consommation énergétique, de gestion de ses déchets, là aussi, ça peut nous aider à agir et à suivre. Et donc, l'engagement est soutenu par ce chiffre-là. Important aussi pour pouvoir travailler sur cette charte. Et là aussi, c'est vraiment un des plus gros conseils que, en tout cas, je peux vous partager. Ça veut dire qu'en amont, il faut que vous ayez réalisé un diagnostic de vos pratiques. Voilà, ça veut dire qu'en fait, quand vous allez vous engager, que vous allez promouvoir vos enjeux, il faut que vous ayez identifié si vos pratiques, elles sont en cohérence ou non avec des référentiels de développement durable. Alors aujourd'hui, vous en avez plusieurs pour le tourisme. Vous avez des labels aussi qui peuvent vous aider à voir ces référentiels-là, où vous avez effectivement chambres de commerce qui viennent aussi vous aider pour pouvoir identifier vos pratiques. Qu'est-ce que vous faites en matière de pratiques de réduction de votre impact environnemental, que ce soit, alors là, on peut la décliner en 10 pratiques. Sur l'aspect social, on est pareil, sur l'aspect sociétal. Et c'est important de pouvoir savoir qu'est-ce que vous faites avant de pouvoir même définir vos enjeux. Voilà. Pour qu'on ait un engagement, et là je reviens sur les termes que l'on s'est dit tout à l'heure, authentique, concret, appuyé sur une démarche pragmatique et de mise en œuvre. Et là aussi, et ça revient à ce que je vous disais juste avant, de pouvoir accompagner cet engagement-là avec des objectifs. Voilà. Avec des objectifs, là aussi, ça dépend des uns et des autres, de son organisation, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a envie de faire. Mais cette charte-là peut être aussi accompagnée avec des objectifs. Et pourquoi j'appuie sur cet élément-là, puisqu'en fait, derrière, quand vous pouvez utiliser cette charte-là aussi, quand vous communiquez auprès de vos clients, ça peut être aussi intéressant de pouvoir s'appuyer, de se dire, voyons, on s'est fixé tel objectif, vous parlez là de 12%, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et de démontrer aussi, de parler des efforts de mise en place qui ont été mis en place. Donc, document à communiquer, bien sûr, et à expliquer à ses équipes et à communiquer à ses clients. Donc, ça peut être effectivement à l'accueil, ça peut être dans les chambres, ça peut être sur les tables de restaurants. Là aussi, ça doit être sur le site internet, ça peut être aussi, quand on est sur le site internet, une page qui rejoint un QR code. Donc, quand le client va aller aussi flasher sur la table et que vous parlez de votre engagement, de votre démarche, sans aller la décrire, quand il va aller le flasher, se retrouver sur votre charte d'engagement et donc pouvoir les lire en instantané ou très rapidement quand ils sont sur son lieu de consommation. Ça peut être vraiment quelque chose, un document qui peut être communiqué et communicable sous la forme papier et numérique, qui doit être courte quand même, puisqu'en fait derrière, comme je disais, l'objectif c'est aussi que tout le monde puisse savoir en parler, communiquer. Donc il faut qu'elle soit accessible, digérable, on va dire, et d'où l'enjeu de l'appropriation par l'ensemble des équipes. Donc là, vous avez différents types de chartes qui sont aujourd'hui communiquées. Donc là, par exemple, effectivement, c'est la charte d'un camping qui, elle communique, ce camping communique sur sa politique environnementale. Alors, ce sont des extraits, elle est un peu plus longue, mais ça vous permet d'avoir un exemple. Là, par exemple, sur les déchets, donc sur le volet ressources, cet établissement-là, qui est un camping de taille, on va dire, intermédiaire, communique sur les déchets, quel tri sélectif il met en place. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent à disposition des campeurs et des employés, vous voyez, pour pouvoir faire le tri sélectif des déchets ménagers, des déchets recyclables. Donc, il y a l'effort aussi d'expliquer et donc de mettre un terme de manière un peu précise sur qu'est-ce qui est derrière le tri sélectif. Un exemple sur, vous voyez qu'ils ont mis en place un composteur, donc ils ont installé 2 composteurs, des bacs. Donc là, on est sur un engagement sur des thématiques et sur concrètement, qu'est-ce qui est en place. Donc sur les piles usagées, sur l'animation, vous voyez la revalorisation des déchets. Il parle que l'équipe d'animation organise des chasses au trésor écologique, des ateliers de fabrication de lampions. Voilà, donc des choses très, très, on va dire, pragmatiques sur l'engagement et la concrétisation qui est mis en place par le camping. Vous avez sur l'eau aussi, vous avez sur la biodiversité. Typiquement sur la biodiversité, si vous pouvez voir là, sur le deuxième petit bullet point, ce camping-là va aller communiquer sur son engagement d'utiliser 0 pesticides ni engrais chimiques. Voilà, donc dit clairement qu'il n'utilise aucun entretien
un usage de ces produits pour les espaces verts. Donc, vous voyez, donc c'est un affichage qui est quand même très concret. Derrière, on revient à ce que je vous disais juste avant, c'est important qu'on soit effectivement sur quelque chose, sur une démarche de communication, que quand le consommateur, le client, sera sur place et que il constate que je sais pas, il y a une utilisation, qu'on soit sur une véracité de ce qui est mis en place. Voilà. Donc l'engagement peut être communiqué, mais comme je disais, voilà, bien en étant bien, on va dire, méthodologique sur ce que vous voulez promouvoir. Et là, quand on est sur une démarche concrète, très opérationnelle, hein, vous voyez, n'hésitez pas à dire effectivement ce que vous faites en matière d'eau, là, robinet automatisé, point de puisage d'eau chaude, arrosage raisonné, et d'être très concret. Autre exemple, hein, là, de charte d'engagement. Donc là, c'est la charte du Monte Carlo qui est effectivement donc plutôt, on est sur gamme luxe avec un gros établissement, mais que je trouve aussi intéressant de pouvoir vous partager sur quelle typologie de documents, vous voyez, et quelle typologie de contenu, surtout, on peut retrouver sur ces chartes d'engagement. Alors, par exemple, cette charte-là, elle est complètement consultable et téléchargeable en PDF. C'est un choix, je pense, des sociétés des bains de mer, d'avoir de la transparence totale de ce qu'ils font aussi en matière de développement durable, et que sur cet aspect de communication et de transparence, ils donnent accès aussi au chargement, vous voyez, de leur charte. Donc 30 engagements qui couvrent là pour le coup, et je vous parlais tout à l'heure de périmètre, hein, là aussi, là c'est périmètre groupe, donc des engagements autour de la gouvernance et de la certification. Vous voyez, ils sont typiquement Green Globe, mais ils ont aussi des usages de produits qui sont aussi écolabellisés. Ils nous disent effectivement qu'ils utilisent de l'écocert, par exemple, qui est un écolabel que vous pouvez retrouver sur l'usage de produits d'entretien. Donc, vous voyez, donc là, on va sur 4, par exemple, engagements de communication sur leur manière dont ils gouvernent leur système et leur certification. Ils vont aussi partager sur leurs engagements, sur comment ils communiquent auprès de leurs parties prenantes. Donc, vous voyez, sur le 5e engagement, ils nous communiquent, ils mettent à disposition des informations claires, transparentes, qui soient actualisées sur leur politique de développement durable. Et cette communication et l'accès de cette charte en est vraiment un exemple très concret. Vous avez d'autres engagements qui sont autour de la mobilisation des collaborateurs, d'autres qui sont sur l'énergie et l'eau, sur les achats. Tout à l'heure, on a parlé en termes d'économie circulaire, comment je vais faire pour acheter en essayant d'avoir des critères de développement durable pour pouvoir proposer une offre, on va dire, plus responsable. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'ils favorisent les achats locaux, les filières courtes, les produits bio. Ils vont aussi aller sensibiliser leurs fournisseurs. C'est-à-dire que quand ils vont aussi aller acheter telle ou telle typologie de produits, ils vont aller aussi communiquer leur démarche auprès de leurs fournisseurs pour leur expliquer pourquoi ils cherchent à acheter aussi tel ou tel type de produit. Ils vont jusqu'à la biodiversité et la mobilité avec tout le volet gaz à effet de serre et l'impact climat. Voilà, donc vous voyez, les enjeux évoqués tout à l'heure se retrouvent en fait concrètement dans leur engagement et ce qu'ils peuvent mettre en place au niveau de leur groupe, on va dire. Après, vous avez un exemple d'une charte pour un restaurant, vous voyez, qui peut être aussi là sur quelque chose, on va dire, avec des éléments, on va dire, des mots-clés. Donc produits locaux bio, loterie, produits d'entretien, revalorisation d'invendus, revalorisation des déchets organiques, flux tendu, dépenses énergétiques, doggy bag, menu végétarien, énergie. Donc qui sont vraiment là on va dire les enjeux clés sur lesquels s'engage, on va dire, le restaurant. Donc là aussi, hein, vous pouvez l'avoir sur les formats. N'hésitez pas à l'afficher, à communiquer et même, j'ai envie de dire, parce que c'est pas encore quelque chose qui est encore dans les pratiques, mais que lorsque l'on est en situation de service, que vos serveurs, serveuses, les équipiers en salle soient bien au fait de tout ça et puissent même en parler à leurs clients ou même les interroger là-dessus. Et on voit que c'est aussi une manière de pouvoir de s'imprégner de ce qu'on se disait tout à l'heure sur aujourd'hui la sensibilité des consommateurs à aller sur ces critères de ce qu'ils ont dans leur assiette.
Voilà. Donc des produits locaux, alors avec quelques exemples, hein, là ce restaurant va communiquer sur l'utilisation de produits locaux ou de produits bio pour la conception des plats, donc avec un niveau confirmé. Donc là, c'est un label qu'il utilise qui est le label Green Food, que je vous invite aussi à aller regarder. Les restaurants qui sont sur ce type de label peuvent utiliser cette charte-là, vous voyez, et donc communiquer sur voilà, la revalorisation des invendus, la revalorisation des déchets organiques, et qu'est-ce qui est fait concrètement. Vous avez même jusqu'à vos énergies s'approvisionner en énergie renouvelable et de dire à ses clients que vous vous approvisionnez en énergie renouvelable. Vous voyez, là, vous avez trois, on va dire, formes de charte d'engagement qui vont être diverses dans la manière, en tout cas, de communiquer sur les formulations, on va dire, mais qui sont des exemples intéressants à utiliser. Règle numéro 2, création de campagne d'éco-gestes. Là aussi, quel format? Donc là, vous pouvez, allez-y, utiliser l'affiche, le sticker, les fiches actions, les pictogrammes pour mettre en place de la gestuelle. Là, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir communiquer sur les éco-gestes que vous mettez en place. Donc, les éco-gestes, il faut que ce sont des gestes simples autour plutôt de la transition écologique, mais du développement durable. Il faut qu'ils soient écrits, important, parce que ce qui est écrit, ça peut être rappelé à l'oral, mais on voit bien qu'effectivement, il faut ce double rappel pour que les habitudes, parce que l'objectif étant de créer des habitudes d'éco-gestes derrière, il faut qu'ils soient régulièrement rappelés, affichés, communiqués aux clients, aux collaborateurs, aux nouvelles embauches, aux saisonniers. Il faut que ce soit des gestes simples, communs à tous. Ça peut être éteindre la lumière en quittant une pièce, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas, trier les déchets à recycler, papier, carton, emballage vert. Ici, nous pratiquons le zéro déchet. Donc, ce sont des gestes, des éco-gestes très simples en termes de communication qui sont vraiment quasiment même, on va dire, obligatoires, moi j'ai envie de dire, à formaliser pour pouvoir asseoir, on va dire, votre démarche que vous mettez en place. Ce contenu de ces éco-gestes, il doit vous permettre de sensibiliser donc, sur place vis-à-vis des pratiques que vous mettez en place de manière générale, mais aussi vis-à-vis des métiers qui sont en place dans les établissements, dans vos infrastructures. Vous pouvez décliner tous vos éco-gestes, comme je vous disais, sur la partie accueil, sur la partie cuisine, sur la partie gouvernance, sur la partie chambre, sur la paye. Voilà, donc vous pouvez vraiment le décliner et on voit par expérience, effectivement, que ces campagnes-là d'éco-gestes, une fois qu'elles sont en place, ça fonctionne. Alors, il faut rappeler, toujours, là on est bien d'accord en termes de communication, et surtout, un élément clé que je veux aussi vous partager, c'est que comme un peu la charte tout à l'heure, en termes de documents de communication, leur succès est aussi lié à tout ce que vous allez mettre en place, vous en tant que responsable dans les équipes, pour qu'elles vivent, que ces documents vivent et soient vraiment mis en place et rappelés. Voilà. Donc, un élément assez important. Sur ces éco-gestes, vous pouvez les décliner, comme je le disais, à différents niveaux. Cet exemple-là qui est sur la gauche, ce sont des éco-gestes que moi je préconise fortement aux villages et aux hôtels, mais ça peut être aussi au restaurant, auprès des équipes de nettoyage qui travaillent, que ce soit de l'interne ou de l'externe d'ailleurs. Là aussi, des éco-gestes qui sont intéressants sur les comportements adoptés, quand c'est la démarche que vous avez mis en place, sur les produits que vous utilisez, le juste dosage des produits à utiliser. Est-ce que j'utilise des produits qui sont des labels écologiques? Comment je fais aussi en termes de posture, de consommation de mes bidons? Voilà. Donc, ce sont plein de petits éco-gestes, vous voyez, qui peuvent être là communiqués sous la forme, on va dire, de ce petit rappel des actions à mettre en place qui sont affichables et que vous pouvez complètement décliner, vous, pour des équipes, on va dire, internes. Vous avez d'autres éco-gestes qui peuvent être là. Je vous ai mis volontairement des exemples aussi qui sont d'autres secteurs d'activité pour pouvoir, on va dire, d'ouvrir à d'autres parties prenantes. Ça peut être des éco-gestes qui peuvent être communicables aussi sous la forme d'affichage, qu'on a dit d'affiches. Ça peut être les équipes commerciales marketing d'un hôtel, de l'accueil, se dire sur mon bureau, qu'est-ce que je peux faire en termes d'éco-gestes, parce que moi j'ai une démarche dans mon hôtel où je fais attention à mes consommations énergétiques.
qu'est-ce que je veux que maintenant mes équipes mettent en place? J'éteins complètement mon ordinateur quand je pars, j'éteins mon écran, je supprime les emails, je n'imprime pas les documents que si nécessaire, je ne vais pas charger mes envois d'emailing aussi à mes clients avec des pièces jointes. Voilà, donc il y a pas mal de petits éco-gestes qui peuvent se concrétiser en termes de formalisation, vous voyez, en termes d'outils de communication, qui peuvent être affichables, à la fois pour les équipes, mais aussi pour les clients, bien sûr. Voilà, vous pouvez avoir la même chose. Après, vous voyez, alors je vous ai vu, c'est un autre petit exemple, hein, mais d'affichage sticker type sur des interrupteurs. Voilà, ce sont aussi des choses, des éco-gestes qui se font vraiment assez rapidement d'ailleurs. Et alors après, il faut bien analyser, bien étudier aussi là l'endroit qui peut être le plus pertinent à mettre en place pour que cet éco-geste se mette en place. Vous avez aussi des éco-gestes qui peuvent se mettre et se travailler pour la cuisine. En cuisine, quels sont mes éco-gestes en termes de cuisine zéro déchet? Là, je trouve que ce petit affichage, cette petite animation, elle est aussi sympa sur les pratiques à mettre en place et des visuels. Et voilà, et ça s'affiche. Ça veut dire que ça peut aussi, quand vous avez quelqu'un qui vient pour la saison, de lui, quant à la prise de poste, de lui rappeler quelle est la petite plaquette d'éco-gestes et comment elle peut être aussi affichée au niveau des espaces de travail. Et vous avez aussi des éco-gestes qui peuvent être donc communiqués aussi, bien sûr, aux clients. Et vous voyez, là, c'est un exemple d'affichage qui est sur un hôtel. Qui va aller valoriser des éco-gestes sur des petits gestes simples. Donc, vous pourrez le voir aussi à l'intérieur, donc dans les espaces de chambre, dans les espaces de couloir, dans les espaces intermédiaires, on va dire de réception, sur la partie le changement de drap, les serviettes, là aussi le support explicatif qui permet en chambre de pouvoir dire à vos clients pourquoi vous avez cette démarche-là et quoi faire ou ne pas faire en tant que client. Vous pouvez avoir des gestes aussi sur l'économie d'eau, voilà, éteindre les lumières en sortant d'une pièce, fermer la porte, fermer les fenêtres. Et tout ça peut aussi s'accompagner de la charte d'engagement qui est aussi communiquée au niveau de l'accueil, ou rappelée par le personnel aussi qui est en contact avec les clients. Et vous pouvez avoir aussi des petits éco-gestes qui sont rappelés sur l'eau, dans les salles de bain. Et vous voyez, ces éco-gestes-là sont aussi, je vous l'ai mis volontairement, mais communiqués sur le site internet. Voilà, donc là, l'infrastructure souhaite aussi que ces éco-gestes-là en parler et dire qu'elle met en place des éco-gestes vis-à-vis de sa clientèle dans tel ou tel espace. Et en plus de le faire concrètement dans l'infrastructure, le communique aussi sur ces outils de communication digitaux. Vous pouvez aussi, donc comme je disais, règle numéro 3, valoriser vos images en pratique. Et là aussi, ce sont deux exemples sur lesquels que je trouve assez inspirants et que j'ai pu observer là dernièrement. Là, vous voyez, c'est un exemple qui est communiqué par le Cœur des Chefs qui vient donc faire la promotion d'un de ces hôtels et d'un restaurant et sur ses pratiques qu'ils font sur leur démarche anti-gaspillage. Donc je vous invite à aller la regarder. C'est une petite vidéo d'1 minute avec le chef qui va expliquer sur la Puntarelle comment, en fait, dans ses pratiques au quotidien, il arrive à avoir du zéro déchet, du zéro gaspillage et d'en faire des petites vidéos. Vous avez aussi là, je vous ai mis parce que c'est aussi intéressant et vous pouvez l'avoir de plus en plus. Là, c'est un petit avatar à suivre sur LinkedIn qui vient communiquer et donc promouvoir des démarches d'éco-gestes de ses partenaires et des pratiques à mettre en place. Et là aussi, ce sont des petites vidéos qui sont assez intéressantes, qui peuvent être, vous aussi, pour vous, une source d'inspiration pour valoriser vos images en pratique de ce que vous faites dans vos infrastructures et de ne pas hésiter à les communiquer toujours, bien sûr, quand on est dans un cadre, on va dire, authentique, concret et très opérationnel. Règle numéro 4, utiliser des outils et des supports donc, qui soient plutôt, on va dire, qui rentrent là aussi dans le cadre d'une démarche de responsabilité en termes de développement durable. Donc là, d'être vigilant, je ne vais pas non plus
trop m'éterniser sur ce sujet-là. Ça peut être un autre sujet à creuser, mais là aussi d'être vigilant sur les supports que vous allez faire, que vous allez communiquer à vos clients de manière donc générale, que ce soit sur toute la communication que vous pouvez avoir, et aussi sur les communications type formalisation d'engagement, création d'éco-gestes, flyers que vous pouvez utiliser pour pouvoir communiquer sur vos engagements, optimiser les formats, les choix graphiques. Essayez de choisir des imprimeurs. Hein. Là, vous avez un label qui est Imprimewerk. Il y en a d'autres, mais c'est le plus connu. Quand vous allez travailler avec donc, une partie prenante qui est votre fournisseur prestataire d'impression numérique avec lequel vous travaillez, essayez d'être vigilant sur le papier, les encres. Quelle est sa démarche qu'il peut avoir en matière de développement durable et d'optimiser les formats et le choix graphique. Là aussi, d'optimiser les diffusions, les tirages, les emballages, les transports. Là aussi, ça vaut quand même le coup de pouvoir le partager, de se questionner en tout cas quand là, vous êtes sur cette étape-là, comment optimiser au maximum, hein, comment optimiser votre impact carbone, votre impact sur le papier, l'usage du papier, de la ressource, comment réfléchir et se poser ces questionnements-là. Autre, on va dire, petit conseil aussi, essayer de réduire l'empreinte écologique des technologies de l'information et de la communication. Là aussi, de réfléchir quand vous avez des campagnes de emailing, de réduire le nombre, de nettoyer les boîtes, les clouds, les moteurs de recherche que vous utilisez. Là aussi, de se questionner sur quel peut être votre impact en matière de transition écologique et comment le réduire sur les formats, les outils que vous utilisez, quels sont les questionnements aussi à avoir, hein, parce qu'on parle de développement durable, c'est aussi la partie éthique, accessibilité, respect de la vie privée. Est-ce que tous ces, on va dire, ces pratiques-là qui rentrent dans le cadre des référentiels développement durable, il y a un questionnement qui est fait, et c'est encore mieux, on va dire. Règle numéro 5, bannir le greenwashing. Primordial. Hein. Alors, qu'est-ce qui est vraiment le greenwashing? Là, on est vraiment dans l'utilisation d'un argument écologique qui soit infondé, hein, non proportionné ou imprécis au service de l'augmentation des ventes d'un produit ou service qui est tout simplement en opposition avec les valeurs de développement durable. Donc, je pense que là, vous l'aurez compris aussi avec tout ce qu'on a pu se dire pendant cette heure ensemble. Pour éviter le greenwashing, il faut vraiment avoir mis en place une démarche qui soit sincère, authentique, concrète. Voilà. Alors après, elle peut se faire sans labellisation, sans recherche de certification. Ça peut être une démarche individuelle de l'établissement. Mais elle peut être aussi dans le cadre d'une démarche qui s'appuie sur un référentiel. Là aussi, lorsqu'on est sur un référentiel avec des labels hein, qu'on a pu vous exposer là, ou un engagement dans des objectifs du développement durable, les ODD, peut-être vous en avez entendu parler, ça permet d'avoir un cadre, de se reporter un cadre en fait de pratique qui permet aussi d'éviter d'aller vers cet écueil, on va dire, du greenwashing qui parfois est fait aussi sans le vouloir. Hein. Donc voilà, règle numéro 5, vraiment bannir ce greenwashing de ces pratiques en matière de communication de ces engagements. Et enfin, le dernier, qui est vraiment là aussi tout aussi important, hein, j'ai envie de dire que les autres, mais qui fait la réussite de votre démarche dans le temps. Et donc la concrétisation de vos pratiques, de vos efforts que vous mettez en place hein, au niveau de vos différentes infrastructures. Parce que quand on met en place des démarches de développement durable, on sait que c'est un engagement profond de l'organisation qu'on met en place, du temps, des ressources à allouer, que ce n'est pas forcément non plus la priorité. On se fait vite rattraper par les enjeux du quotidien et qu'en fait, pour que ça fonctionne, l'implication et la mobilisation des équipes, elle est fondamentale. Donc, elle peut passer par différents dispositifs hein, techniques, d'outils. Donc, je dis interne, les équipes, c'est les équipes du restaurant, avec toute la composition des métiers qu'il peut y avoir. C'est les équipes d'un hôtel, c'est les équipes d'un gîte, d'un camping, d'un lodge, d'un village vacances. Comment faire en sorte que toutes les équipes qui la composent elles puissent être impliquées dans l'engagement pour être on va dire les premiers promoteurs de votre démarche auprès des clients et puis auprès de leurs écosystèmes. Donc vous pouvez utiliser vraiment plein d'outils hein, aujourd'hui qui existent. Alors quelques idées.
Là aussi, si parfois c'est un sujet qui est intéressant à creuser, vous pouvez trouver aussi des pratiques vraiment sur pas mal de réseaux sociaux et sur Internet. Mais vous pouvez utiliser par exemple les semaines des animations que vous pouvez faire par rapport à vos pratiques, par rapport aux semaines des événements développement durable. Vous avez la semaine nationale du développement durable chaque année. Vous avez la semaine nationale de réduction des déchets. Vous avez la semaine nationale liée à l'handicap. Voilà, vous pouvez utiliser ces semainiers, on va dire, pour pouvoir activer des événements internes et engager vos collaborateurs. Vous avez la semaine de la biodiversité. Là aussi, comment là, vous pouvez engager vos collaborateurs à aller, je ne sais pas, sur un type d'hôtel, faire un référencement de la biodiversité locale. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être activées. Vous avez des challenges entre équipes, des challenges anti-gaspi, des challenges mobilité douce. Vous avez vraiment plein de choses qui peuvent être activables pour pouvoir toujours raccrocher en pratique vos équipes avec votre engagement. Vous avez des quiz, hein, toujours. Là aussi, c'est un classique, mais qui est intéressant et que ça m'arrive assez régulièrement de faire lors de séminaires collectifs avec des équipes de villages vacances, notamment pour mobiliser sur ces sujets-là. Vous avez des ateliers, des animations. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le type d'animation autour de la fresque du climat, qui est un jeu pédagogique qui permet d'aller comprendre le pourquoi du comment des impacts du changement climatique. Je le fais de plus en plus, là, typiquement avec des équipes de villages vacances. On voit que ça permet de vraiment fédérer, de mobiliser les équipes autour de ces sujets-là, de ces enjeux-là, et de les rattacher après dans la démarche de l'établissement et des éco-gestes à mettre en place au sein de toutes les équipes. Donc vraiment intéressant, des clean-up day aussi par exemple. La mobilisation et l'implication, il faut qu'elle se fasse aussi via la formation, la montée en compétences des équipes. Vraiment, je vous invite à aller embarquer vos équipes à travailler les éco-gestes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur le découpage de la légumerie pour pouvoir éviter le maximum de déchets possibles, et de le travailler, de monter en compétences des équipes à travailler, se questionner sur ces éco-gestes. Vous avez aussi toutes les bonnes pratiques liées à la mise en vidéo, les témoignages, impliquer les collaborateurs sur concrètement ce qu'ils font, sur cette sensibilisation à l'environnement par exemple, mais sur oui. Excuse-moi de devoir te couper, je suis désolée, mais sinon ça va impacter sur le Ouais, temps j'ai fini. des questions. Parfait. J'ai fini, là, dans une petite minute. Les éco-gestes, et puis après, vous avez aussi tous les outils, les newsletters, voilà, que vous pouvez aussi utiliser pour communiquer auprès de vos clients, mais de vos collaborateurs surtout, et de vos clients bien sûr, sur vos démarches. Et surtout, le dernier point, et j'en ai fini Mathilde, message simple, essayez d'être créatif aussi et efficace pour que les actions les plus distinctives aussi, hein, ne pas tout mettre, soient bien mises en valeur et en cohérence surtout avec votre identité d'hôtel, de restaurant, d'hébergement que vous pouvez être et en développement, on va dire. Donc voilà, donc 6 règles d'or que je vous invite vraiment à mettre en pratique. Mathilde, j'en ai fini. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci aussi aux participants pour leurs questions dans le chat. Donc j'en ai relevé certaines. Déjà, donc, on nous a posé la question, le vrac est-il possible avec les normes hygiène HACCP? Oui, Voilà. d'accord. Attends, je les note, ok. Y a-t-il une base pour faire un diagnostic développement durable? Ok. On va en prendre 4-5 pour être en base pour faire un diagnostic. Développement durable, oui. Est-ce que le client peut être intéressé aussi par le côté social, l'ancrage territorial, lorsque tu parlais des chartes? Et Oui. après, c'était plus des remarques sur le vrac, sur le développement durable, sur la charte. Donc, déjà, je te laisse répondre aux questions et puis peut-être qu'il y en aura d'autres remarques. Alors, sur la partie, donc je pars sur la dernière que tu as évoquée. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on va dire qu'effectivement, sur les chartes d'engagement, ce que l'on voit, hein, on est plutôt sur un engagement sur le volet, on va dire, environnemental, mais vraiment, je vous invite
à aller aussi parler de votre engagement social et sociétal, parce qu'en fait, tout s'imbrique. Ça veut dire qu'effectivement, pour pouvoir vous engager aussi sur la partie réduction d'impact, réduction de consommation, ça veut dire que derrière, il y a des hommes aussi et des femmes qui travaillent à ça. Donc, c'est intéressant de pouvoir promouvoir sur comment effectivement vos équipes sont engagées à mettre en place les démarches et comment aussi, en tant qu'infrastructure, pour ça, vous mettez les conditions, donc les conditions de code du travail, de montée en compétences, de travail que vous pouvez faire sur les non-discriminations, de pouvoir aussi vous communiquer sur cet engagement social, mais aussi sociétal, et comment faire pour pouvoir aller et mettre en place sur ces engagements sociaux, on va dire, de travailler aussi sur votre engagement que vous avez vis-à-vis de la société, de vos parties prenantes, vis-à-vis des acteurs du territoire. Si, je sais pas, par exemple, vous travaillez avec Pôle emploi pour pouvoir travailler sur le recrutement de saisonniers ou des acteurs du territoire de l'emploi, allez-y, faites la promotion, le fait que vous êtes engagé à activer vos parties prenantes sur le plan social et sociétal pour pouvoir créer de la valeur, de la richesse, et que ça fait partie de vos engagements de pérennité de votre activité, de votre infrastructure. Et donc de pouvoir, cette charte-là, de pouvoir aussi la faire sous ces 3 axes-là. Moi, je vous invite vraiment à aller, alors toujours bien sûr, et je mets toujours la règle d'authenticité, de choses concrètes et de choses qui sont vraiment mises en place, de pratiques vraiment mises en place. Donc oui, allez-y sur vos chartes, communiquez sur vos engagements environnementaux, sociaux et sociétaux. Voilà. Après, là aussi, attention à ce que, vous voyez, on a eu quelque chose avec une 30aine d'engagements. Bien sûr, ça dépend aussi de sa taille, mais il faut que ce soit aussi, faut aussi que ce soit simple. Voilà, donc, et pas trop non plus fourni, on va dire, en termes d'engagement et de contenu pour éviter, on va dire, de perdre la personne ça va être le client ou le collaborateur qui va être en lecture de cette charte-là. Mais oui, bien sûr, allez-y, communiquer aussi sur le volet social et sociétal de votre engagement. Au contraire, on est vraiment du coup sur toute la globalité, on va dire, du 360 de l'impact développement durable que vous pouvez avoir et de vos préoccupations d'enjeux, on va dire. La deuxième question, on avait sur la base de diagnostic pour faire vos pratiques. Là, vous pouvez utiliser aussi aujourd'hui des référentiels. Là, j'évoque le label Clé Verte, mais qui a en fait un référentiel qui est disponible, que vous pouvez aussi charger, qui vous permet de savoir quels sont, on va dire, il y en a une centaine de pratiques attendues en matière de développement durable. Après, toutes les pratiques ne vont pas vous concerner aussi. Sans aller après dans la certification, juste vous avez envie de savoir où est-ce que vous en êtes, vous pouvez utiliser ce type de référentiels qui sont disponibles. Vous avez aussi d'autres référentiels que que j'ai plus en tête à l'instant T, mais peut-être qu'on pourra vous remettre après dans les 2-3 commentaires sur les slides que vous aurez. Vous avez aussi j'allais dire quasiment tous les labels aujourd'hui là on va dire ont ce référentiel qui est disponible, qui vous permet en tout cas de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de pratique. Après, un diagnostic en ligne qui vous permet d'avoir un instant T, on va dire où est-ce que vous en êtes. Là, j'ai pas de nom à vous donner malheureusement. Vous avez aussi, par contre, qui peut être aussi intéressant, je pense, à l'autodiagnostic de la Chambre de commerce et de l'industrie, qui ont une 45 à peu près questions, vous permet quand même aussi de savoir où est-ce que vous en êtes en matière de développement durable. Peut-être que ça, on pourrait leur mettre Mathilde en lien. Après, vous aviez la question sur le vrac, si effectivement le vrac aujourd'hui répond aux normes d'hygiène HACCP. Alors là, je ne pourrais pas, malheureusement pour le coup, vous répondre parce que je n'ai pas encore eu là pour le coup le cas. Le vrac, en tout cas aujourd'hui, est en vrai, on a un développement très très accéléré. Donc avec des pratiques nouvelles vis-à-vis justement des réglementations qui peuvent s'appliquer. Je vous propose là-dessus, j'en suis confuse, mais de pouvoir plutôt revenir avec une réponse, on va dire, quelque chose d'assez précis pour vous apporter une réponse même dans le chat ou par ailleurs, Mathilde, je ne sais pas comment on peut faire, mais pour que vous ayez une réponse.
en tout cas. Oui, oui, on pourra justement joindre des liens Ouais. par Les mail liens avec le pour avoir, détail. parce que là, je pourrais faire pas m'avancer sur, pour le coup, quelque chose que je ne maîtrise pas sur et la HACCP et VRAC en même temps, Mhm. on va dire. D'accord. Et lorsque tu parlais tout à l'heure de la réglementation qui était de plus en plus rigoureuse par rapport à l'économie circulaire, est-ce que tu as des références de la loi citée? On nous demande de donner des références de la loi citée. Avec les textes, c'est ça, pour Ouais. voir si bah, ça aussi pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut vous mettre avec À la peut-être, suite du voilà, on va voir webinaire. comment on peut vous le faire avec Mathilde, mais en lien pour que vous puissiez aller cliquer et aller directement sur, bah, justement, là je vous avais mis l'article hein, sur le doggy bag, mais on a aussi sur les autres sujets, les sachets de thé, voilà, des articles bien précis qui précisent la réglementation. Donc, si c'est ça votre question, on peut vous le faire. Et est-ce que tu sais si le développement durable, il fera partie du classement Atout France pour cette année? Alors là, par contre, là, ce que je viens de voir, c'est qu'effectivement, ça a apparu hier sur la partie plutôt, je réponds à moitié, mais sur la partie les étoiles Michelin, que le développement durable, qui était aujourd'hui sur une base de 3 critères, avec la digitalisation, passe à 12 ou 10 critères. D'accord. Voilà. Donc, je pense que là, on est vraiment dans une réalité très opérationnelle où effectivement, ça va faire partie, on va dire, des cahiers des charges. Alors là où on avait 3 critères, vous voyez, pour les étoiles Michelin, pour les hébergements sur le volet développement durable, on passe à 10 ou 12. Hein, je pourrais 10 ou 12. Vous voyez, là, ça veut dire que l'enjeu, et on a aussi la digitalisation qui est le deuxième enjeu très fort dans le nombre de critères, on voit qu'effectivement, ça fait partie des critères bah, qui, là, vont être exigés, on va dire, lorsqu'on va vouloir avoir des référentiels d'excellence. Maintenant, on va dire que ça va être un des socles de base, on va dire. Entendu. Je te fais remonter des remarques si tu souhaites rebondir dessus. Oui, oui, Donc avec la crise sanitaire, il est difficile de sortir de l'usage unique. oui, oui, alors oui, oui, effectivement. Mm. En plus, on a une autre remarque par rapport à la réglementation sur l'hygiène qui va souvent à l'encontre de la Ouais, volonté de faire du vrac, ouais. surtout au petit déjeuner. Et une personne qui avait cru comprendre qu'il était interdit de donner des aliments non consommés en cuisine à l'extérieur pour des raisons d'hygiène, de rupture de chaîne du froid aussi. Ouais, mais alors là, vous avez les invendus sont vraiment là bien cadrés. Hein. Pour le coup, c'est pour ça que c'est intéressant si on peut vous donner on va dire la réglementation précise qui date là de janvier 2022 sur les invendus alimentaires. Et le don se fait dans vraiment un cadre vraiment bien précis, mais il est cadré par cet article-là. Donc ça, on va pouvoir vous le transmettre comme ça, vous aurez l'information bien détaillée. Après, effectivement, les deux remarques citées, et elles sont réelles, hein, et elles sont venues d'ailleurs un peu freiner, on va dire, la mise en place, on va dire, de ces dispositifs qui permettent de réduire, on va dire, la partie usage unique du plastique, qui sont la crise sanitaire, effectivement. Et on est aussi dans une adaptation, on va dire, de, par cas aussi, on va dire, de cette nouvelle pratique. Vous voyez. Donc là, sur la partie HACCP, là, je reviens parce que je dois avoir quelque chose que je peux vous envoyer effectivement avec le VRAC qui précise bien justement dans quelles conditions exactes en fonction des typologies à mettre en place. On est vraiment là sur des nouvelles pratiques hein, pour le coup. Donc, et effectivement, la crise sanitaire est venue, et moi on le constate hein, vraiment, limiter la possibilité de pouvoir, ce qui est, on va dire, engager ce qui était forcément souvent prévu, et que en fait, l'usage, on va dire l'unique, revient pour pouvoir éviter la transmission. Donc là, c'est vrai que c'est un frein aujourd'hui. Et par contre, effectivement, ça n'empêche pas qu'effectivement, on va arriver alors là, même si la crise persiste, hein, bien sûr, mais il faut pouvoir quand même se dire sur quelle ou telle typologie, là, les sachets de thé, en question, on peut avoir, là, on voit effectivement des sachets de thé qui sont directement sur les tables.
Voilà. On peut avoir des solutions, des petites solutions qui peuvent éviter, effectivement, qui parfois nécessitent de se creuser un petit peu la tête, je vous l'accorde. Merci Charlotte. On va passer à la suite. Si tu veux bien. Merci beaucoup. Donc, sachez que le réseau des CCI en PACA peut vous accompagner sur le fonds tourisme durable. Donc, c'est un dispositif qui est inscrit dans le cadre du plan France Relance. Et ce dispositif est donc piloté par l'ADEME, l'Agence de transition écologique, et il est déployé par vos départements, dans vos départements par les parcs naturels régionaux, mais aussi par les CCI territoriales. Donc, ce fonds, il consiste à soutenir via des aides financières les hébergeurs et les restaurateurs dans leur démarche vers le tourisme durable, donc dans les territoires ruraux. Donc, si vous voulez, il y a un accompagnement à l'élaboration d'un plan d'action via un diagnostic gratuit qui est proposé. Donc, ça vous permet justement de vous engager ou de poursuivre des actions que vous aviez déjà envisagées, mais aussi de les hiérarchiser. Donc, il y a déjà ce premier volet-là, et il y a aussi un financement d'une partie des coûts d'investissement liés à la transition écologique. Voilà. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez donc visionner le replay du webinaire consacré au fonds tourisme durable. Je vais vous mettre le lien dans le chat et aussi vous l'aurez par mail. Donc, vous pouvez consulter ce replay. Et aussi, ce qui est important, c'est de tester votre éligibilité. Donc, sur le site qui est dédié justement au fonds en PACA. Petite chose par contre, attention à la date de dépôt des candidatures auprès de votre CCI. C'est fixé à la mi-février pour qu'on ait le temps justement de s'assurer que le dossier est bien complet, que vous avez toutes les pièces, les devis, etc. Voilà, on peut passer. Donc, vous retrouvez ici vos conseillers fonds tourisme durable. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux par rapport justement au fonds tourisme durable et aux autres dispositifs qui pourraient exister sur chaque territoire. Tu peux passer, merci. Voilà ici donc la liste des prochains webinaires. Donc, on a mardi prochain choisir le meilleur label environnemental pour mon entreprise, donc à la même heure, à 10 heures. Et le suivant, optimiser mes achats responsables, mardi 1er février. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrites, n'hésitez pas à le faire. Voilà, vous trouverez, je vais vous mettre également le formulaire d'inscription. Voilà. On vous enverra donc un questionnaire de satisfaction pour savoir si ce webinaire vous a plu et aussi pour connaître vos besoins sur d'autres thématiques du tourisme durable. Puisque si vous êtes nombreux en fait à avoir les mêmes besoins, on pourrait ouvrir d'autres webinaires courant février sur d'autres thématiques. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt et puis je vous mets les liens comme convenu dans le chat. Merci, au revoir, bonne journée.